Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers étudiants, on continue toujours dans la pathologie hépatique, dans les tumeurs malignes du foie. Et dans cette deuxième partie, on va voir le diagnostic positif et les bilans cliniques et bilans thérapeutiques. Comme d'habitude, vous allez trouver tous les supports dans la description à télécharger. Je vous invite toujours à abonner chers amis afin de recevoir ces vidéos durant toute l'année. Et n'oubliez pas un maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos-là vont atteindre le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc, comme diagnostic positif, premièrement, les circonstances de découverte. Et ils sont multiples. Donc, vous pouvez noter premièrement que les tumeurs malignes, le carcinome hépatocellulaire peut être découvert devant premièrement un syndrome tumoral et qui se manifeste par des douleurs de l'hypochondre droite de type de pesanteur, d'une hépatomégalie qui est dure et qui est irrégulière. Notez bien ces termes-là. Faites attention dans vos cas cliniques. Donc, premièrement, première façon de découverte, c'est un syndrome tumoral. Deuxièmement, un syndrome général ou une altération de l'état général qui se manifeste par une asthénie, une anorexie, un amaigrissement qui est non explicable et de la fièvre. Donc, deuxièmement, un syndrome général. Troisièmement, des complications révélatrices comme on a vu dans les cirrhoses. Premièrement, notez bien l'hémopéritoine qui se manifeste de façon aiguë par rupture tumorale intrapéritonéale. Donc, les tumeurs malignes tendent à se saigner. Parfois, comme c'est le cas du foie, ils peuvent saigner en intrapéritonéal. Ça va causer l'aspect de l'hémopéritoine qui est mieux illustré dans la radiologie à droite. Parfois, la deuxième complication, c'est de l'hématémèse par rupture de varices œsophagiennes, une décompensation de cirrhose ou hypertension portale, et malheureusement des métastases à distance qui sont découvertes à un stade avancé, à un stade terminal de la pathologie, malheureusement. Quatrièmement, le mode de découverte fortuite qui a été le mode le plus fréquent dans les tumeurs malignes, plutôt bénignes. Cinquièmement, devant une décompensation de cirrhose. On avait dit que le carcinome hépatocellulaire souvent survient sur un foie qui est cirrhotique. Donc, parmi les modes de révélation, c'est la décompensation de la cirrhose. Et on avait vu la décompensation avec détail dans les cours précédents. Donc, c'est pour cela qu'on explique l'obligation d'un dépistage chez tout patient qui est cirrhotique, je répète, par un dosage d'alpha-fetoprotéine et de l'échographie tous les 6 mois. Donc, ça, c'est à retenir. Sixièmement, le syndrome paranéoplasique qui est retrouvé chez les tumeurs malignes. Il se manifeste par hypoglycémie, hypercalcémie et de la polyglobulie, qui est expliqué sur le plan physiopathologique par la consommation ou bien le métabolisme des cellules tumorales. Donc, il utilise du glucose, il utilise l'oxygène. Donc, ce qui explique l'hypoglycémie. Les tumeurs malignes vont consommer du glucose. L'hypercalcémie qui est due à l'ostéolyse, on va aborder ça avec détail en hématologie, et de la polyglobulie qui est due à l'augmentation des besoins en oxygène. Donc cette triade-là, c'est du syndrome paranéoplasique. Septièmement, et c'est la situation idéale, c'est la découverte chez ou bien par un dépistage. Comme on avait dit précédemment, tout patient cirrhotique doit subir un dépistage systémique tous les 6 mois du carcinome hépatocellulaire. Donc, si on récapitule les circonstances de découverte, si on vous pose la question, les circonstances de découverte du tumeur maligne du foie, c'est un syndrome tumoral, douleur de l'hypochondre droite, l'hépatomégalie, qui dure et irrégulière, altération de l'état général, les complications, c'est le mode qu'on craint le maximum, la découverte fortuite devant un examen systémique, la décompensation de la cirrhose, qui est le terrain favorisé du carcinome hépatocellulaire, le syndrome paranéoplasique, la triade d'hypoglycémie, hypercalcémie, polyglobulie, et septièmement qui est la situation idéale. C'est pour cela, je répète, on insiste sur le dépistage du CHC chez tout patient cirrhotique. Donc j'espère que c'est clair pour les circonstances de découverte.
Passons maintenant à un titre très important. Donc, dans votre conduite à tenir, vous allez évaluer le foie s'il est cirrhotique. Donc, il faut distinguer dès le départ si le foie il est cirrhotique ou non. Donc, notez bien ce terme-là dans la conduite à tenir, dans le diagnostic. Une étape primordiale, c'est de diagnostiquer le foie comme cirrhotique ou non. Et comme on l'a vu précédemment dans le cours de cirrhose, le diagnostic de la cirrhose, il est fortement évoqué devant des critères, notez bien, cliniques, biologiques, endoscopiques et morphologiques. Concernant les signes cliniques et biologiques, c'est le taux de prothrombine qui va être diminué et qui va expliquer l'insuffisance hépatique. Le taux de plaquettes, un taux d'albuminémie qui est très diminué, qui est bas, qui explique l'insuffisance hépatique aussi, et les marqueurs de la fibrose. Donc, comme on avait dit, c'est de la fibrose qui va évoluer vers de la cirrhose, et c'est de la cirrhose qui va se compliquer, qui va se dégénérer par la néoplasie, par du cancer hépatocellulaire. Deuxièmement, les critères endoscopiques, et on avait impliqué le rôle de l'endoscopie dans la découverte des varices œsophagiennes, qui sont les complications à craindre devant un syndrome tumoral ou bien devant un carcinome hépatocellulaire, devant une cirrhose décompensée et une hypertension portale qui est décompensée aussi. Donc, endoscopie, deuxièmement, les critères endoscopiques, c'est les varices œsophagiennes. Et troisièmement, les critères radiologiques, c'est la dysmorphie hépatique et les signes d'hypertension portale en échographie, surtout en Doppler. Je vous invite à consulter le cours d'hypertension portale pour mieux comprendre le diagnostic de cirrhose et d'HTP. Donc, on distingue la cirrhose sur des critères, je répète, cliniques, biologiques, endoscopiques et morphologiques en échographie, mais notez bien, c'est en rouge. Si ces arguments ils sont absents, vous êtes obligé de faire le recours à la biopsie hépatique. Donc, notez bien, la biopsie, une fois qui est non tumorale, elle est indispensable. Notez ça bien pour faire la preuve de cirrhose. Donc, la cirrhose, elle est fortement, on récapitule, la deuxième étape, c'est l'évaluation du foie, s'il est cirrhotique ou non. Donc, premièrement, la cirrhose, elle est évoquée fortement devant les signes cliniques, biologiques, endoscopiques et même morphologiques, surtout les signes d'hypertension portale en écho Doppler. Mais si ces signes-là sont pas présents, donc votre conduite à tenir, c'est de faire le recours à la biopsie, la ponction biopsie hépatique, qui serait indispensable dans ce cas-là afin de prouver l'existence de la cirrhose. Donc j'espère que c'est clair pour la deuxième étape. Notez bien, distinguer si le foie il est cirrhotique ou non, c'est une étape primordiale dans le diagnostic de CHC. Troisièmement, le diagnostic du carcinome hépatocellulaire. Et notez bien, il se fait premièrement sur des critères d'imagerie, des critères radiologiques. Et notez bien, c'est le scanner hélicoïdal qui est illustré là, et de l'IRM, qui sont les examens de référence. Donc, à noter bien, l'examen de référence pour le diagnostic du carcinome hépatocellulaire, c'est primordial pour vous. C'est le scanner hélicoïdal et de l'IRM. Donc, il peut s'agir des questions d'examen. Tout ce qui est en gras, bien sûr, tout ce qui est en rouge, je répète, ce sont des questions fréquentes d'examen. Je vous invite toujours à prendre en note de fur et à mesure qu'on avance dans le cours. Donc, troisièmement, pour le diagnostic du CHC, l'examen de choix, premièrement, c'est le scanner hélicoïdal. C'est l'IRM qui sera l'examen de référence. Et on note une acquisition dans les trois temps, dans le temps artériel, dans le temps portal et même dans le temps tardif. Et il existe deux notions qui sont très importantes. C'est les deux critères de wash-in et de wash-out. Un wash-in qui est illustré là à droite dans le temps artériel. Donc, un wash-in dans le temps artériel précoce. Donc, c'est de l'hypersignal, ou bien de l'hyperdensité, s'il s'agit d'un TDM. Et deuxièmement, dans le temps portal, on note un hyposignal ou une hypodensité
donc ce qu'on appelle le washout. Donc je répète, pour l'imagerie, c'est le scanner et l'IRM qui sont l'examen de choix pour le diagnostic du carcinome hépatocellulaire. Donc on note une acquisition de opacité ou bien une acquisition du signal dans les trois temps artériel, portal et même tardif. On note un wash-in qui est précoce dans le temps artériel, qui est mieux illustré là, et on note un wash-out dans le temps portal. Donc ça, ce sont les critères de diagnostic d'un carcinome hépatocellulaire dans l'imagerie. Donc premièrement, l'acquisition dans les trois temps, un wash-in qui est précoce et un wash-out avec une hypodensité ou un hyposignal. Tout ça, ce sont des critères de diagnostic d'un carcinome hépatocellulaire. Et bien sûr, si l'IRM et la TDM ne sont pas conclusifs, on n'a que le recours, je répète, à la ponction hépatique, qui serait l'examen de dernier recours, qui serait indispensable pour le diagnostic du carcinome hépatocellulaire. Donc pour le diagnostic, j'espère que vous allez noter les critères de wash-in, de wash-out, l'acquisition du signal dans les trois temps artériel, portal et tardif, et le recours à la biopsie qui est toujours indispensable, soit pour le diagnostic de cirrhose et même pour le diagnostic de la prolifération maligne de la néoplasie. Passons maintenant aux examens paracliniques et la biologie. Donc, on a deux bilans à faire. Donc, premièrement, un bilan hépatique et le dosage d'alpha-fetoprotéine qui est, je répète, systémique, qui serait très quasi pathognomonique pour le diagnostic du carcinome hépatocellulaire. Donc, pour premièrement le bilan hépatique, on note un cholestase qui va s'aggraver avec l'augmentation du phosphatase alcaline et du gamma GT. Donc, un syndrome de cholestase dans le bilan hépatique. Et deuxièmement, le dosage d'alpha-fetoprotéine, le marqueur tumoral qui est élevé dans 80% des cas. Donc, on note une élévation franche qui est supérieure à 500 nanogrammes par millimètre. Et dans 50% des cas, elle est quasi, je répète, quasi pathognomonique du carcinome hépatocellulaire. Donc pour la biologie, un bilan hépatique qui va nous orienter vers ou bien l'apparition ou l'aggravation d'un cholestase, une élévation du phosphatase alcaline et une augmentation du gamma GT. Et n'oubliez pas le dosage d'alpha-fetoprotéine qui serait élevé de plus de 500 nanogrammes par millilitre dans 80% des cas et serait très quasiment pathognomonique pour le diagnostic du carcinome hépatocellulaire dans 50% des cas. Donc j'espère que c'est clair pour le diagnostic, pour la clinique et pour les examens paracliniques. Avant de conclure cette partie, on va aborder le bilan pré-thérapeutique. Donc, le but dans la conduite à tenir toujours. Dernièrement, le bilan pré-thérapeutique. Vous avez, ou bien vous êtes censé de faire deux bilans. Premièrement, un bilan d'extension et deuxièmement, le bilan d'opérabilité. Et on va voir dans la troisième partie que de la chirurgie, c'est parmi les thérapeutiques utilisées devant un carcinome hépatocellulaire. Donc, premièrement, à noter bien, donc pour bilan d'extension, faites attention dans vos cas cliniques, il peut s'agir des questions posées. Donc, vous allez prescrire un scanner thoraco-abdominal, premièrement. Deuxièmement, un écho-doppler abdominal pour rechercher les signes de décompensation. Et troisièmement, un scanner cérébral et même une scintigraphie osseuse pour rechercher de l'ostéolyse, qui est expliqué par l'hypercalcémie dans la biologie. Donc, un bilan d'extension, je répète, un scanner thoraco-abdominal, un écho-doppler abdominal, un scanner cérébral et même une scintigraphie osseuse devant des stades qui sont évolués par l'envahissement donc des structures à distance. Et deuxièmement, un bilan d'opérabilité
Une transplantation hépatique, elle est indiquée comme thérapeutique et nous allons voir ça dans la dernière partie. Donc, dans votre bilan d'opérabilité, donc une évaluation de l'âge, l'état général du patient, l'état nutritionnel basé sur le dosage d'albumine. Deuxièmement, l'évaluation des fonctions cardio-respiratoires, neurologiques, rénales et même la stase sanguine, un bilan d'hémostase. Troisièmement, rechercher des cancers liés au terrain. Donc, en cas de cirrhose alcoolique ou bien un tabagisme chronique, rechercher aussi un cancer bronchopulmonaire, un cancer ORL et même des cancers digestifs. Donc, on avait dit précédemment que les tumeurs malignes du foie ils sont accompagnés avec des tumeurs pulmonaires digestives, surtout devant un terrain alcoolique et tabagique sévère. Et dernièrement, l'évaluation du foie non tumoral qu'on a abordé dans la conduite à tenir. Donc, le diagnostic de cirrhose, qui peut être facile, mais si les signes cliniques, biologiques, endoscopiques et radiologiques ne sont pas disponibles, ou bien devant un patient qui est asymptomatique, donc la biopsie du foie, elle serait indispensable pour poser le diagnostic. Donc ça c'est tout pour cette deuxième partie. J'espère que la vidéo a été bénéfique. Notez bien le rôle de la biopsie dans le diagnostic, les critères radiologiques du wash-in et de wash-out pour poser le diagnostic. Faites attention toujours, l'évaluation de foie qui est non tumorale, la cirrhose qui est impliquée dans 80% des cas, dans la genèse néoplasique et bien sûr le rôle de dépistage chez tout patient, je répète, qui est cirrhotique, qui est basé tous les 6 mois sur échographie abdominale avec le dosage d'alpha-fetoprotéine qui est le marqueur tumoral principal du carcinome hépatocellulaire. Je vous rencontrerai prochainement dans la troisième partie où on va aborder la thérapeutique. Je vous remercie pour votre attention, chers amis. Je vous souhaite le bon courage dans vos préparations et à la prochaine.